avons le plaisir de retrouver, je vous le disais, Olivier Granilic. Olivier, à la une de la presse israélienne ce matin, le conflit entre les syndicats des enseignants et le ministère des Finances. Tout à fait, il y en a un conflit qui continue d'être relaté par la presse israélienne, puisque c'est le Israël Hayom qui résume bien la situation, avec ce matin donc un titre concernant ce conflit, et toute la presse israélienne qui revient aussi sur les pourparlers entre les syndicats des enseignants et le ministère des Finances, qui essaye d'arriver à un accord d'ici jeudi pour éviter à tout prix une grève. Il existe encore beaucoup de différences entre les parties, mais d'ici jeudi, tout est possible. C'est ce que nous dit ce matin le Maariv. Quant au Haaretz, il nous apprend que Avigdor Lieberman, le ministre des Finances, a demandé une injonction pour forcer les enseignants à retourner au travail dès ce jeudi et éviter une grève qui pourrait avoir de graves préjudices au gouvernement à quelques semaines des élections. Mais pour certains commentateurs de la presse israélienne, au-delà de ce conflit, en fait, des pourparlers sur le salaire des enseignants, le système éducatif israélien a besoin d'une réelle réforme. Oui, c'est l'avis de Nadav Eyal ce matin dans le Yediot Ahronot, qui explique qu'au-delà donc des pourparlers sur les salaires, sur le nombre de jours de vacances des enseignants, le système éducatif israélien a besoin d'une véritable révolution. La preuve, les résultats des élèves israéliens qui se situent en queue de peloton des pays de l'OCDE et Nadav qui fait aussi remarquer que les élèves israéliens étudient en moyenne plus d'heures que dans les autres pays développés de l'OCDE, mais arrivent à des résultats beaucoup moins élevés. Et Nadav conclut en écrivant que la ministre de l'Éducation, le ministre des Finances et le Premier ministre doivent saisir cette occasion et mettre en marche une véritable révolution du système éducatif israélien. Alors ce matin, la presse israélienne nous en dit un peu plus par ailleurs sur ce que prévoit l'accord qui se profile entre l'Iran et les grandes puissances. Oui, c'est le Israël Hayom qui résume bien la situation avec un titre ce matin, l'arme nucléaire iranienne pour 2030. Dès la signature de l'accord, le président américain Joe Biden abrogerait donc 3 décrets exécutifs concernant l'Iran ainsi que des sanctions contre 17 banques, ce qui libérerait donc plus de 7 milliards de dollars d'actifs iraniens qui se trouvent dans les banques sud-coréenne. Et puis Téhéran s'engagerait dans la foulée à limiter l'enrichissement de l'uranium à 20% au lieu des 60% actuels et à permettre donc à l'Agence internationale de l'énergie atomique de reprendre la surveillance de ces sites nucléaires. Mais le contrôle de l'AIEA devrait diminuer au fil des années et parallèlement, toutes les sanctions contre la République islamique devraient prendre fin d'ici 2026. 2026 justement, la restriction d'utilisation des centrifugeuses, y compris les plus avancées, commencerait donc expiré de façon progressive jusqu'en 2028 et puis en 2030, l'accord avec l'Iran expirerait entièrement, n'imposant donc plus aucune limite sur l'enrichissement de l'uranium. Et hier, l'ancien Premier ministre israélien a été critiqué par ailleurs sur la politique de l'actuel gouvernement concernant le dossier iranien. Tout à fait, le Haaretz en parle ce matin. L'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou et le chef de l'opposition a affirmé que le laxisme de la politique menée par Yair Lapid et Benny Gantz était responsable du mauvais accord nucléaire en passe d'être signé à Vienne. L'année dernière, Yair Lapid et Benny Gantz ont complètement abandonné la lutte publique contre l'accord nucléaire. Pendant 12 ans, nous nous sommes battus avec détermination contre celui-ci. Nous avons même obtenu que les États-Unis s'en retirent. Ce qu'a déclaré le chef du Likoud, Benyamin Netanyahou. Nous avons baissé la garde et nous avons permis à l'Iran de parvenir à un accord qui met en danger notre avenir, a-t-il aussi déclaré. Leur incompétence restera associée dans l'histoire à l'échec de l'accord nucléaire iranien, rapporte donc ce matin le Yediot Ahronot. Malgré les déclarations de l'ancien Premier ministre, le Ynet nous apprend que Yair Lapid et Benyamin Netanyahou doivent se rencontrer ce matin pour parler justement de cet accord qui se profile avec l'Iran. Et puis enfin, pour terminer, Olivier, c'est aujourd'hui qu'on célèbre à Bâle, en Suisse, le 125e anniversaire du premier congrès sioniste. Oui, un événement organisé par l'Organisation sioniste mondiale qui marquera donc le 125e anniversaire de cette première conférence qui a eu lieu en 1897, au cours de laquelle Theodor Herzl s'est adressé à plus de 200 délégués à fonder ce qu'on a appelé à fonder l'État juif. Donc c'était à Bâle en 1897. Selon les organisateurs, plus
Plus de 1000 invités sont attendus à ce rassemblement de 2 jours. Parmi les orateurs prévus devrait figurer Myriam Adelson, l'ancien chef du Mossad Yossi Cohen, le président de l'agence juive de Ron Almog, le ministre des Affaires de la diaspora Nachman Shai et la baronne Ariane de Rothschild, qui est la présidente du conseil d'administration du groupe Edmond de Rothschild, et d'autres intervenants. Et puis le président de l'État, Yitzhak Herzog, est aussi attendu à Bâle. Le président devrait rencontrer des représentants du gouvernement suisse, dont le président Ignazos Cassis, ainsi que des représentants du gouvernement du canton de Bâle et des membres de la communauté juive. Et puis un autre événement majeur est attendu au cours de cette visite. C'est Yitzhak Herzog qui, selon le site d'information Ynet, sera en visite à l'hôtel des Trois Rois à Bâle. Vous savez, c'est cet hôtel où le président israélien posera comme Herzl dans sa célèbre photo appuyée sur un balcon.